Allez hop, en route pour une visite express au pays des maths. Cet endroit étrange où on croise des graphes hiérarchiques, des pavages semi-périodiques, des polytopes de dimension 4 et même parfois des choses utiles. Pour jeter un œil au paysage, il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. Il existe, aux confins du pays des mathématiques, une région mal aimée des puristes parce que trop terre-à-terre. Les statistiques. Les statistiques, ce sont l'ensemble des méthodes qui ont pour objet la collecte, le traitement et l'interprétation de données d'observation relatives à un groupe d'individus ou d'unités. Elles servent à visualiser des phénomènes de masse, à calculer des moyennes, des rendements, des taux de fréquentation. On les considère comme le fondement de toute décision rationnelle. Bref, elles sont aussi excitantes qu'un plan d'épargne logement. Pourtant, au cœur même de ce bastion de la rationalité la plus froide, se glissent aussi des surprises, des paradoxes. C'est dans l'un de ces replis étranges que nous allons nous risquer aujourd'hui. Imaginons par exemple un hôpital où l'on teste un nouveau médicament. On prend un échantillon de patients qu'on sépare en deux groupes. Au premier, on administre le médicament à tester. Au second, on donne un placebo. Une jeune statisticienne est chargée de récolter les résultats, d'en extraire un tableau et de tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà, la moitié des malades à qui on a administré le médicament a guéri, contre 40% seulement de ceux qui ont reçu le placebo. La marge n'est pas énorme, mais le résultat semble clair, le médicament est efficace. Mais comme notre statisticienne se sent un peu désœuvrée, elle décide de se pencher sur les résultats par sexe, histoire de déterminer si le médicament est également efficace pour les deux. Et là, surprise, chez les hommes, le résultat s'inverse. Le placebo semble plus efficace que le médicament testé. Et notre statisticienne de se congratuler intérieurement. Grâce à sa vigilance, on va sans doute découvrir que le nouveau médicament est efficace chez les femmes, mais pas chez les hommes. Comme quoi, se dit-elle, il faut toujours regarder les choses de près. Elle se penche alors sur les chiffres concernant les femmes. Et là, nouvelle surprise, chez les femmes, le médicament n'est pas efficace non plus. Comment un médicament peut-il être inefficace chez les hommes, inefficace chez les femmes, et tout de même efficace sur l'ensemble homme plus femme ? Elle montre alors ses résultats à une collègue plus expérimentée qui lui annonce qu'elle vient de rencontrer le paradoxe de Simpson. La plus lointaine mention d'un résultat de ce type remonte à 1899, lorsque le mathématicien anglais Karl Pearson décrivit le même genre de phénomène au cours d'une sombre affaire de mensuration crânienne. Un autre Anglais, Udny Yule, redécouvrit le phénomène en 1903, et c'est seulement en 1951 qu'un troisième Britannique, Edward Simpson, publia un article sur cette singularité statistique et lui laissa son nom, ce qui montre bien que la postérité se moque du monde. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos patients. Que doit faire un médecin confronté à ce résultat baroque ? Le premier point de vue est d'affirmer qu'il faut traiter différemment un patient anonyme d'un patient dont on connaît le sexe. Si on ne connaît pas le sexe, il faut prescrire le médicament. Par contre, si le patient est un homme, il ne faut pas. Et si c'est une femme, non plus. C'est absurde. On peut donc adopter un autre point de vue. Puisque les deux tableaux genrés sont ceux qui intègrent le plus d'informations, il faut s'y référer plutôt qu'au tableau global qui ne sert alors plus à rien. On pourrait donc imaginer que tout finit bien et que le paradoxe est résolu, mais il y a un petit souci. Notre statisticienne, qui est consciencieuse, vient de refaire un tableau où elle a séparé les patients selon leur âge. D'un côté, elle a mis les moins de 40 ans, de l'autre, les plus de 40. Et là, surprise, il n'y a cette fois pas de surprise. Le tableau partitionné selon l'âge des patients est conforme au tableau global. Donc, la seconde approche ne nous aide pas beaucoup, puisqu'elle aboutit à des prescriptions contradictoires selon les différents critères choisis pour regrouper les patients. Comment peut-on prendre une décision rationnelle sur des bases aussi paradoxales ? Faut-il tirer à pile ou face ? Pour comprendre ce qui se passe vraiment, nous voici sur un stade où l'on mesure les performances au 100 mètres d'un groupe de lycéennes et de lycéens. Les dites performances s'étalent autour d'une valeur moyenne,
Mais ce qui nous intéresse, c'est le lien entre la consommation de tabac et les performances sportives. Dans cette optique, notre statisticienne a concocté un autre graphique. En abscisse, elle a mis la consommation de tabac et en ordonnée, le temps aux 100 mètres. Il y a évidemment beaucoup de variations individuelles, mais si on trace la moyenne des valeurs, on voit clairement que plus on fume, plus on court vite. Ne serions-nous pas en présence, là encore, d'un résultat un peu inattendu? Et si on divisait nos lycéens en deux groupes, par exemple entre garçons et filles? On constate alors deux choses. D'une part, les performances des garçons sont globalement supérieures à celles des filles. D'autre part, les garçons fument davantage que les filles. Si on se penche sur les moyennes au sein de chaque groupe, on voit nettement que le résultat s'inverse. Chez les filles comme chez les garçons, fumer réduit les performances aux 100 mètres, ce qui semble en effet plus conforme aux connaissances établies. L'erreur d'interprétation initiale vient de ce qu'on appelle un facteur de confusion. Le sexe des lycéennes et des lycéens joue à la fois sur le résultat qu'on analyse, c'est-à-dire la performance, et sur la cause qu'on cherche à évaluer, c'est-à-dire la consommation de tabac. On voulait étudier l'influence du tabac sur les performances, mais on n'a pas vu qu'un troisième facteur, le sexe, intervenait sur les deux termes de l'équation. C'est ça, un facteur de confusion. Ce qui est à l'origine du paradoxe, c'est qu'on imagine la causalité ici, alors qu'elle se situe principalement là. Fumer ne fait pas courir plus vite, mais en général, les lycéens de sexe masculin courent plus vite et fument plus. Revenons à notre essai clinique. Si on regarde de près nos tableaux, on se rend compte de deux choses. D'une part, quel que soit le traitement qu'ils reçoivent, les hommes guérissent plus souvent que les femmes. D'autre part, les hommes ont majoritairement reçu le médicament, tandis que les femmes ont majoritairement reçu le placebo. Il existe donc un facteur de confusion dans ce jeu de données, introduit par la distribution inégale du médicament et du placebo entre les sexes. Le sexe des patients est corrélé à la fois au résultat qu'on analyse, la guérison, et à la cause qu'on cherche à évaluer, la prise des médicaments. Il n'existe pas de médicament qui soit inefficace chez les femmes, inefficace chez les hommes, et qui soigne tout de même les êtres humains en général. L'impression que c'est précisément ce que nous disent les chiffres de l'essai clinique est une illusion provoquée par la distribution inégale du médicament entre les sexes. Si on avait donné le placebo aux hommes et aux femmes dans la même proportion, on aurait découvert que le médicament guérissait dans 40% des cas seulement et qu'il ne fallait donc pas le prescrire du tout. Les erreurs de ce genre peuvent être plus ou moins visibles, plus ou moins difficiles à déceler. Un cas similaire, relevé par le démographe Hervé Lebras, concerne le nombre moyen d'enfants par famille. On sait que la moyenne est de 1,59 dans l'Union européenne, mais si on demande aux enfants eux-mêmes combien il y a d'enfants dans leur famille, le résultat obtenu sera bien supérieur. Logique, car vous n'avez pas interrogé les enfants des familles où il n'y en a pas, et vous avez interrogé 2 fois moins d'enfants de famille à un enfant que d'enfants de famille à 2 enfants, 3 fois moins que d'enfants de famille à 3 enfants, etc., etc. Ce que montre finalement le paradoxe de Simpson, c'est que pour faire de bonnes statistiques, les mathématiques ne suffisent pas. C'est pour cette raison que les mathématiciens ne peuvent pas remplacer les médecins. Les mathématiques permettent de comprendre le monde, à condition de se souvenir qu'il existe.